Donc, comme je disais, pour inaugurer la série de conférences, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Pascalis, qui est directeur de recherche CNRS au sein du laboratoire de psychologie et neurocognition de l'Université Grenoble-Alpes. Et il va nous parler des aspects plutôt visuels chez des enfants âgés de moins de 2 ans. Je vous laisse le micro, Olivier. Merci. Bonjour tout le monde. Alors déjà, c'est une grande surprise parce que Hélène est dans mon laboratoire et je travaille avec elle. Donc en fait, j'ai été agréablement surpris de la voir ici. Donc c'est plutôt de bon augure. Je vous remercie de m'avoir invité pour vous parler un peu du développement chez le nourrisson. Et j'ai fait une présentation en pensant à qu'est-ce qui se passe, comment l'enfant voit son monde, le monde réel, mais aussi comment il va voir quand on lui présente des photos, quand on va lui présenter des vidéos. Alors, comme Victor vient de le dire, moi, ma spécialité, c'est plutôt les enfants qui sont relativement jeunes, jusqu'à 2 ans. Vous allez voir, je bouge beaucoup, je suis désolé pour ceux qui filment, et en plus, je parle vite. Donc, si ça ne va pas, vous pouvez m'arrêter. On m'a dit ça une fois, on m'a dit quand même que je parlais très très vite. Mais bon, voilà. Et la première chose que je veux faire, c'est vous rappeler que pour la vision, d'abord, il faut un œil. Okay. Alors bien sûr, tout le monde sait ce qu'est un œil, comment ça fonctionne, plus ou moins. Et ce qui est important de comprendre et qu'on n'explique peut-être pas assez, c'est que la rétine, en fait, c'est le cerveau. Ce sont des neurones, d'accord ? Donc, votre cerveau est déjà à l'extérieur, d'accord ? Quand on parle du cerveau, on croit toujours que c'est dans la boîte crânienne, mais en fait, les neurones sont aussi en prise à l'extérieur. Et la manière dont on va voir, c'est avec la rétine, c'est quelque chose d'assez complexe dont on ne va pas parler. La lumière rentre dans votre œil, va stimuler les neurones et on va créer des images. Ces images, on va voir une image et on voit cette image et chacun d'entre nous a une vision légèrement différente. Par exemple, moi je suis relativement myope, j'ai une vision que vous qualifieriez de floue mais qui pour moi est tout à fait correcte. Il y a des gens qui ne voient pas les mêmes couleurs, il y a des gens qui ne voient pas la même chose. Donc il y a différents aspects de la vision qu'on peut étudier. L'aspect qu'on connaît tous, c'est l'acuité visuelle. L'acuité visuelle, c'est voir le détail. D'accord ? On a tous eu cette expérience de venir au cinéma. Le film commence et il n'y a pas de focus. Donc, vous dites il n'y a pas de focus. Moi, la première chose, c'est que je nettoie mes lunettes. Okay ? Parce qu'en fait, je me dis ça vient de moi. Mais en fait, ça, voilà. Et l'acuité, c'est ça. On ne voit pas les détails, c'est un petit peu flou. Comment on mesure l'acuité ? C'est des choses relativement simples. On mesure la distance entre des traits. Même quand vous lisez des lettres chez l'ophtalmologiste, en fait, ces lettres, c'est des histoires de distance. Et c'est là qu'on arrive aux nourrissons. Pendant très longtemps, on nous a raconté que les nourrissons, ils voyaient très peu, voire ne voyaient pas du tout. Puis la vision se développe très rapidement. C'est vrai. C'est vrai, le nourrisson, à la naissance, le nouveau-né, voit très peu. Il voit une distance qui est d'une vingtaine de centimètres, c'est surtout qu'il n'accommode pas. L'accommodation, c'est le fait de voir de près, de loin, rapidement, d'accord ? C'est automatique, contrairement à un appareil photo où vous allez régler la netteté. Et les nouveau-nés, ils voient, et ils voient suffisamment. Ici, vous avez le professeur Mark Johnson, tel qu'un adulte le voit, donc c'est un professeur en psychologie du développement à Cambridge maintenant, et les groupes d'âge, comment un enfant verrait ce visage à une distance de 30 cm. Alors, c'est un peu exagéré, hein, il voit moins trouble que ça, un nouveau-né. Mais vous voyez que dès 2 mois, on voit quand même une personne. On peut la reconnaître. Okay ? Et avant ça, en fait, je vais vous montrer que l'enfant, il voit quand même. Une des grosses problématiques qu'on a chez le nourrisson, c'est comment fait-on pour savoir ce que c'est un nourrisson alors qu'on n'a pas de langage ? On a des techniques relativement simples. Et une des techniques pour mesurer l'acuité visuelle chez le nourrisson, c'est de leur montrer des images. Alors le texte est un peu long et en fait je vais passer à l'image derrière parce que c'est plus simple. En fait, on leur montre des ronds. Il y en a un où il y a des rayures et l'autre qui est totalement gris. Et au départ, les rayures sont très espacées, donc c'est facile à voir. Puis après, on va les rapprocher de plus en plus. Et au bout d'un moment, c'est tellement près que vous voyez tout gris. Okay ? Et donc ça, c'est la limite de votre acuité visuelle. Et les nourrissons ont cette particularité, qu'on a aussi mais qu'on exploite moins, d'être attirés par des images complexes et d'être attirés par la nouveauté. Donc quand on présente à un nourrisson un rond gris
qui est ennuyeux, versus un rond gris avec des stries qui est moins ennuyeux, le nourrisson va avoir tendance à regarder la partie qui a des stries. Puis à un moment donné, on va réduire les stries, et le nourrisson va regarder 50% du temps chacun des deux ronds. À ce moment-là, on saura qu'on a atteint la limite de l'acuité visuelle du nourrisson. Ce n'est pas une mesure précise, c'est pour ça que je vous dis, on pense que le nourrisson voit comme ça, mais en fait, c'est un petit peu mieux. Et ces techniques, on peut les utiliser chez l'enfant très jeune. Alors, j'ai des vidéos, mais elles ne fonctionnent pas sur cet ordinateur, on a eu un petit problème technique. Si vous voulez voir les vidéos, on pourra les voir à un moment où il y a une pause. D'accord ? C'est juste, ici vous avez un nouveau-né, donc il y a 3 jours, et ce qui se passe, ici on lui présentait 2 images, et le nouveau-né regardait à gauche et à droite. En fait, c'était juste pour vous montrer que dès l'âge de 3 jours, quand on présente des images, les enfants ont tendance à bien regarder ce qui est en face d'eux, et on obtient ce que nous on appelle une préférence, c'est-à-dire des temps de regard plus longs souvent sur un type de stimuli que sur un autre. Grâce à ce genre de technique relativement simple, on a pu montrer qu'on a pu mesurer l'acuité visuelle. Et l'acuité visuelle à la naissance est considérée d'être 6 fois inférieure à celle de l'adulte. Encore une fois, on est seulement dans les 30 cm. Si vous êtes à 2 mètres, à la naissance, l'enfant ne voit rien du tout. Okay ? Mais c'est suffisant pour voir des visages, des mains, tout ce qui est proche de l'enfant, puisqu'en fait, la manière dont on se comporte avec un nouveau-né, qui ne bouge pas, c'est d'être dans cette zone de 20-30 cm. À partir de l'âge de 9-10 mois, la vision est déjà proche de celle de l'adulte. Okay ? Donc ça va très très vite. Les enfants vont être capables de prendre de plus en plus d'informations. Quand on est au cinéma, quelle est la différence entre regarder un film au cinéma ou regarder, comme ma fille, un film sur un téléphone portable ? C'est la taille de l'écran. Et quand vous êtes au cinéma, vous avez quelque chose de large, vous avez un grand champ visuel. Et le champ visuel, c'est donc la définition est là, c'est la portion de l'espace qui est vue par l'œil, qui regarde en face. Et vous voyez qu'on a une vision centrale qui est en vert, qui est très fine, qui permet, en fait, c'est là où on a notre acuité maximum, c'est là où on regarde les choses. Puis on a des champs visuels qui sont plus ou moins larges, donc il va à 180 degrés. Et on voit de moins en moins bien les choses quand on sort dans le champ visuel. D'accord ? On a de moins d'acuité. Je vous parle de ça parce que quand on parle de vision, on oublie souvent de dire que le champ visuel est quelque chose qui se développe lentement. Donc ici, c'est une étude qu'on a faite il y a quelques années où on mesurait le champ visuel, tout simplement, bêtement, des enfants. Et on s'aperçoit, donc j'ai pas de pointeur, mais qu'il faut attendre à peu près 12 ans pour avoir un champ visuel adulte. Donc avant l'âge de 12 ans, les enfants n'ont pas le même champ visuel. Alors bien sûr, on peut pallier à cette absence de champ visuel en tournant la tête, c'est pas très compliqué. Mais ça veut dire aussi que quand vous emmenez un enfant au cinéma, qui est devant un grand écran, il ne voit pas forcément tout ce qui arrive à droite et à gauche de la même manière qu'un adulte. Okay ? C'est un peu plus centralisé. Les informations qui viennent sur le côté, c'est quelque chose qui sera vu plus tard, ou alors qui va nécessiter que l'enfant tourne la tête. Ça explique aussi pourquoi, on dit tout le temps, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de choses, mais que le jeune enfant est plus sensible, a plus de risques d'avoir d'accidents avec des voitures qui arrivent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ne font pas attention. On dit qu'ils ne font pas attention, mais en fait, ils ne voient pas les choses qui arrivent en périphérie. Pas de la même manière. Alors, donc ça, c'est des aspects globaux de la vision, de son développement. On a un nouveau-né qui voit peu, ça s'améliore rapidement, le champ visuel va s'améliorer. Mais ce qui vous intéresse, c'est plus ce genre de choses. Qu'en est-il du mouvement ? Parce que là, on parlait d'image statique. Donc vous voyez à gauche des points lumineux qui se déplacent, et on voit tous, je reviens en arrière, parce que hop, normalement ça ne devrait pas passer, mais c'est passé. Donc à gauche, c'est, je vais faire 2 fois comme ça marchera. Tac, tac, voilà. Donc à gauche, c'est un humain, et à droite, c'est le même, mais c'est à l'envers. Et les enfants vont plus regarder celui de gauche que celui de droite. Pourquoi ? Mais parce qu'ils ont vu un mouvement. Et ce qu'on appelle un mouvement biologique. Et le mouvement biologique, c'est la définition, c'est qu'en fait, il y a une contrainte par rapport au mouvement mécanique. Donc par exemple, quand je fais ce mouvement-là, la vitesse de rotation n'est pas identique tout le temps, puisqu'en fait, il y a des problèmes mécaniques. Mon épaule, à un moment, s'arrête, d'accord ? Je ne vous parle pas de la douleur, je parle juste de l'os.
et ça redescend de l'autre côté. Maintenant, si c'était un bras de robot, il y aura un roulement à billes et ça tourne à la même vitesse de manière constante. Ici, je vais juste vous montrer qu'en fait, cette préférence pour le mouvement biologique, ce n'est pas quelque chose de spécifiquement humain. Il y a une très jolie étude qui a été faite avec des poussins, où on met d'un côté sur un écran des points lumineux qui représentent une poule en train de marcher, et de l'autre côté des points lumineux qui ne sont pas une poule. On met un poussin au milieu, qui vient juste d'éclore. Le poussin regarde les deux écrans et s'oriente vers la poule. D'accord ? Alors l'avantage du modèle du poussin, c'est que on est sûr que le poussin qui éclot n'a jamais vu de poule. D'accord ? Puisqu'en fait, vous le faites éclore en incubateur, vous le prenez tout de suite et vous le testez. Donc au moins, on sait qu'il n'y a pas d'expérience. Donc c'était une étude assez fascinante. Et Francesca Simeone a fait la même étude. Alors là, normalement, ça aurait dû déclencher, mais ça ne déclenche pas. Je suis désolé. Normalement, vous avez une poule qui marche et la poule à l'envers. Et ils ont présenté ça à des nouveau-nés de 3 jours. Alors bien sûr, les nouveau-nés n'avaient pas vu de poule. Okay, et à la surprise générale, les nouveau-nés ont préféré regarder le mouvement de la poule. Okay, c'est un mouvement biologique, donc c'est-à-dire qui répond à des caractéristiques physiques des corps biologiques, mais en même temps, l'enfant n'avait jamais eu aucune expérience avec les poules. Donc il y a une préférence spontanée, précoce, du mouvement biologique. Donc les enfants sont très sensibles au mouvement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit quand ils sont un petit peu plus grands. Quand vous mettez un enfant devant un écran, où il y a des images statiques, il les regarde, pas très longtemps. Maintenant, s'il y a du mouvement, il y a de la couleur et il y a du son, à ce moment-là, ils sont captivés. Ils vont vraiment regarder. Donc en fait, on est vraiment attiré par le mouvement. Je n'ai pas regardé quand j'ai commencé, donc ce qui fait qu'après, c'est pas grave. Non, oui, non, mais c'est juste pour moi. Alors, bien sûr, donc, certains ont des poules chez eux, mais ce qu'on a tous chez nous, c'est des visages. D'accord ? Donc, le visage est un des centres d'intérêt de ma recherche, tout simplement parce que l'usage, c'est quelque chose d'omniprésent dans la vie du nourrisson. On a parlé des émotions. Les émotions, les premières émotions que voit l'enfant passent au travers du visage de la mère. Il va y avoir les expressions faciales. Il va y avoir le langage. Le langage n'est pas quelque chose d'appris qui tombe par hasard d'enceinte dans une pièce. C'est une personne qui vous parle et il y a une aide qui est le mouvement des lèvres. D'accord ? Donc il y a ce langage audiovisuel qui est présent en même temps que l'audio. Et c'est vraiment un canal qui permet des communications précoces. Donc c'est pour ça qu'on l'étudie. Et ce qu'on a montré, c'est que dès la première semaine de vie, si vous présentez à un enfant une étrangère et sa mère, d'accord ? Alors ce sont des vraies personnes qu'on présente, on ne présente pas des photos. Okay ? On présente les vraies personnes qui regardent le nouveau-né et on mesure les temps de regard du nouveau-né d'un côté et de l'autre. Et les enfants ont tendance à regarder plus longtemps leur mère que l'étrangère. Alors habituellement, quand vous allez dans un congrès, que vous présentez des travaux comme ça, que ce n'est pas un congrès de développement, les gens disent « Oui, mais c'est facile quand même, c'est sa mère, il a vu. » D'accord ? Donc il la reconnaît. En fait, c'est phénoménal, ils ont 3 jours. Et ils ne l'ont pas vu pendant 3 jours, parce que c'est une période de leur vie où ils dorment 70 à 80% de leur temps. Donc en fait, ils l'ont vu très peu. Et ils ont appris ce visage. Et ils sont capables de faire la différence entre le visage de droite et le visage de gauche. Donc il y a certains, j'ai expliqué hier que moi j'ai des problèmes de reconnaissance des visages. Moi, vous me mettez les deux comme ça, je ne suis pas sûr que je les reconnaîtrai. D'accord ? Donc je trouve ça assez phénoménal. Donc il y a une capacité à apprendre, à prendre de l'information dans le monde extérieur. Et ici, ça a été de l'information de la vie réelle et de le reconnaître en plus en photo, d'accord ? Qui s'est représenté en 2D. Non seulement les enfants apprennent le visage de la mère, mais ils vont aussi apprendre des caractéristiques des visages. À l'âge de 4 mois, si vous présentez, alors il est marqué 3 mois, mais c'est 3 mois et demi, si vous présentez un visage d'homme et un visage de femme, les enfants s'orientent vers le visage de la femme. D'accord ? C'est systématique, ils regardent plus longtemps les visages de femmes. Encore une fois, ça semble relativement simple,
D'habitude, ils ont leur mère qui s'occupe plus d'eux, ils pourront peut-être chez une nourrice, donc ils voient plus de visages de femmes que de visages d'hommes. Cependant, ils arrivent à extrapoler ce qu'ils savent, ce qu'ils ont appris sur un ou deux visages, sur ce visage-là. Et c'est cette généralisation qui est phénoménale dans la catégorisation. Vous avez une généralisation visuelle. Cependant, elle est limitée. Si vous présentez des types de visages que l'enfant n'a jamais vus, donc si on a testé des enfants, c'était en Angleterre, on leur présentait des visages chinois. Ils n'avaient jamais vu de visage chinois, ils avaient 4 mois. Un visage féminin et un visage masculin. Nous, en tant qu'adultes, nous n'avons aucun problème à voir quel est le visage féminin et masculin. Et là, on a des temps de regard des enfants qui sont identiques. Pourquoi ? On peut tout simplement dire les deux visages sont nouveaux. C'est un type de visage que je n'avais jamais vu. Donc il y a autant d'attrait dans l'un que l'autre. Il n'y a pas de raison particulière d'être attiré par l'un ou l'autre. C'est quelque chose qui va évoluer, puisque donc ici sur ce graphe, vous avez 3 groupes d'âge qui ont été testés, 3 mois, 6 mois et 9 mois. On regardait le temps qui passait à regarder les visages féminins. Et vous voyez, alors c'est une étude qui a été faite en Chine. Donc, quand on leur présentait des visages chinois, qui est le gris foncé, ils avaient tendance à plus regarder les visages féminins à 3 mois et à 6 mois. Vous voyez, c'est quelque chose qui disparaît à 9 mois. Et par contre, on n'a jamais eu de préférence pour aucun des deux visages jusqu'à 9 mois. Okay. Voilà. C'est juste pour vous dire que les comportements qu'on observe aussi chez le tout petit sont des choses qui vont évoluer, qui évoluent relativement rapidement. Quand on regarde comme ça un graphe, on dit que ça ne va pas très rapidement. Puis un jour, on a un enfant, il a 3 mois, puis on se relève le lendemain, il a 6 mois, on se relève le lendemain, il a 12 mois, ça va très très vite. D'accord ? Il y a d'autres moyens de regarder ce qui attire le regard de l'enfant. Donc il y a un système qui s'appelle un eye tracker, sur lequel vous présentez des stimuli, vous avez une petite caméra infrarouge dessous, on a une cible sur le front de l'enfant, et ça nous permet de capter la pupille et de savoir où l'enfant est en train de regarder sur l'écran. D'accord ? On fait une calibration. Et David Mehari, dans mon laboratoire, s'est intéressé à l'exploration de scènes visuelles en présentant des images relativement complexes à des enfants, d'accord, l'une après l'autre. Et il a comparé différents groupes d'âge avec des adultes pour savoir où est-ce que les enfants regardent. Qu'est-ce qui attire le regard des enfants ? Alors, juste pour vous dire, par exemple, quand on montre le rafting, les enfants regardent les visages des gens, en premier lieu. Okay ? Les adultes les regardent, mais très peu. Alors, donc, normalement, ici, j'avais une petite vidéo et que je pourrais vous montrer, où en fait, je vous montrais une vidéo où c'est un adulte qui regarde. Et la vidéo est intéressante parce qu'on a un biais qui existe, qui est assez fréquent, c'est que ce soit les adultes ou les nourrissons, on commence toujours par regarder en haut à gauche. On aurait pu croire que regarder en haut à gauche, c'est quelque chose parce qu'on a appris à lire et qu'on commence à lire en haut à gauche, mais non, ça existe chez le nourrisson qui ne sait pas lire. Il y a un biais. Alors, pourquoi il y a un biais, on ne sait pas, mais en même temps, il faut bien commencer quelque part. D'accord ? On regarde bien un endroit pour commencer. Donc, plutôt que perdre du temps à savoir où on va regarder en premier, la première saccade est en règle générale en haut à gauche, et puis on balaye. Voilà, donc ça, je pourrais vous montrer les vidéos plus tard. Et ça nous a permis de faire des courbes de densité. Donc vous voyez que ça, c'est les casquettes, et vous voyez qu'en fait, c'est relativement similaire comme pattern, ce que vous avez chez le nourrisson et chez l'adulte. Il y a peu d'évolution. Et ça, c'est phénoménal parce que la vision change. Vous avez des changements dans la manière dont l'enfant va voir en termes d'acuité, voir en termes de couleur, etc. Mais le pattern d'exploration d'une scène visuelle est relativement identique. Alors, encore une fois, il y a des différences quand on a des visages, parce que les enfants ont tendance à être plus attirés. Et on a fait une deuxième étude avec David Mehari, où on a montré à des enfants de 6 à 12 mois, soit une image statique, soit une vidéo. Donc là, ça aurait été rigolo à voir. Donc d'un côté, vous avez la dame qui parle avec une voix de femme, ou alors on montrait la dame qui parlait avec une voix d'homme. Donc d'un côté, c'est ce qu'on appelle congruent, c'est normal, on s'attend à ce qu'une personne avec un visage féminin parle avec une voix féminine, et pas l'inverse. Que se passe-t-il ? Alors, vous voyez que donc on compare les adultes avec les nourrissons.
La courbe en noir, c'est le temps de fixation sur les yeux, et la courbe en gris sur la bouche. Quand on présente une image statique, et en allant sur la droite, en fait, donc ça c'est le temps qui s'écoule. Donc vous voyez que des adultes qui regardent une image statique, regardent les yeux, très peu la bouche. Okay, la même chose chez les nourrissons. Bon, au bout d'un moment, ils s'embêtent, ils explorent un petit peu plus le visage, mais en règle générale, on a tendance à tous fixer les yeux dans une image statique. Quand on a la personne qui parle, les adultes, donc au départ, la vidéo est statique, puis se met à parler. Et en fait, on voit au moment où la vidéo se met à parler, puisque les adultes, vous voyez, donc c'est le deuxième graphe, donc vous avez le noir, mouvement, regarde les yeux, qui diminue pendant que le mouvement sur la bouche arrive. Okay, donc à partir du moment où la personne parle, l'adulte va regarder la bouche, puis revient aux yeux tout de suite. Les nourrissons, on a un changement aussi, et ils se mettent à regarder fixement la bouche. Ça, c'est une des caractéristiques des nourrissons, c'est d'être attiré par le mouvement et d'être scotché par le mouvement. Alors ici, bien sûr, on a un mouvement qui peut-être qu'on peut dire, ils essaient de prendre plus d'informations audiovisuelles parce qu'ils entendent l'audio. Okay, ou pas. Donc voilà. Donc en général, les enfants sont attirés par la bouche en mouvement. Ces histoires d'attraction, donc c'est intéressant, et je me suis dit, je vais vous parler d'une chose particulière, parce qu'au cinéma, une des particularités, c'est que souvent on nous présente des acteurs et des actrices qui sont très beaux. Alors bien sûr, ils sont très maquillés, même si j'étais très maquillé, je suis aussi très beau, mais dans la vie en général, on peut dire que certains visages sont, on va les qualifier de plus attractifs que d'autres. Et donc il y a des études qui ont été faites où on a montré ces 4 photos à des adultes, des centaines d'adultes, et on leur a demandé est-ce que cette personne est attractive, oui, non, sur une échelle de 1 à 7. Donc on a 2 visages très attractifs et 2 visages moins attractifs. Okay, si on présente un visage attractif et un visage non attractif à des nourrissons, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes, okay, ils vont s'orienter vers le visage attractif. Ils regardent plus longtemps le visage qui a été jugé attractif par des adultes. Donc c'est dit, il y a quelque chose dans le visage qui fait que... Alors il y a eu plein de théories qui ont été faites, puis nous on a fait une étude et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe si on utilise des visages de chats? Alors, en haut à gauche, le visage de chat est plus attractif que celui à droite, et le tigre, pareil. D'accord. Encore une fois, on a demandé à des adultes, d'accord, c'est pas... Alors bien sûr, c'est pas le chat qui est plus attractif, c'est la photo de ce chat à ce moment-là qui est plus attractive. Et on obtient exactement le même résultat. Les enfants ont tendance à regarder plus longtemps des visages qui ont été jugés attractifs par des adultes. Bon, ici, on avait des enfants qui n'avaient pas vu spécialement de chat, pas vu du tout de tigre, mais ce qu'ils voient, c'est des individus, des adultes, et ils les voient dans leur ensemble. Et donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe si on leur montre un corps en entier? Alors, on a mis la même tête sur les 2 corps. À gauche, c'est sûrement le corps de leur père. À droite, c'est le mien. Et donc à droite, c'était donc bien sûr un mannequin qu'on a pris en photo. Et on a, en fait, c'est une anecdote rigolote là-dessus, c'est qu'avec mon collègue, on faisait cette étude, on se dit, voilà, on va mettre un corps bien bodybuildé, attractif, versus un corps normal. Et puis après, on a fait faire un rating des corps. Et alors, tous les garçons disaient, à droite, c'est le corps attractif. Et par contre, la plupart des femmes disaient, non, mais moi, je trouve pas ça très attractif. Donc, on était un peu surpris. Bon, quand même, il a eu une des meilleures notes. Okay. Et là, surprise, les nourrissons regardent plus celui qui est à gauche que celui qui est à droite. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a très peu de chances que les parents ressemblent à la photo de droite. C'est possible, hein, je veux dire, mais il y a peu de chances. Donc, ils sont attirés par ce qui est familier. Mais on n'avait pas la même chose avec les visages, d'accord? Parce que, alors, certes, pour tous les enfants, leur maman, c'est la plus belle du monde, mais ce n'est pas forcément le visage le plus attractif. Donc, il y avait quelque chose dans les visages qui attire leur attention. Et ici, ce qui attire leur attention, c'est ce qui est plus familier par rapport à ce qu'on pourrait juger attractif. Alors, ça, si vous avez le temps, on regardera après, c'est intéressant. On a fait une étude sur ces histoires d'attractivité. On s'est dit, mais qu'en est-il du mouvement? Parce qu'il y a des mouvements qui sont beaux et des mouvements qui ne sont pas beaux. Et ici, donc malheureusement, je ne peux pas vous montrer la vidéo, on a mis des vidéos d'un côté
vous imaginez des petits points lumineux, et donc ça fait comme un feu d'artifice. D'accord? Donc quelque chose de lent, un feu d'artifice, donc c'est joli. Et de l'autre côté, on avait le même nombre de points. Et cette fois, s'il y avait des points qui bougeaient en ligne dans ce sens-là, et d'autres en ligne dans ce sens-là. Donc on a du mouvement dans les deux cas, le même nombre de points, mais il y en a un qui a un mouvement un peu pas intéressant, et l'autre qui a un mouvement plus intéressant. C'est des mouvements qui ont été jugés aussi par des adultes, plus attractifs, moins attractifs, etc. Et on a testé des enfants de 4 mois jusqu'à 24 mois, et on a testé des adultes. Donc on leur présentait d'un côté, avec Tracker, un mouvement attractif, un mouvement non attractif. De gauche à droite, c'est les différents patterns qu'on a montrés. Celui qui est à gauche, c'est celui qui est le moins attractif. Celui qui est à droite, c'est le plus attractif. Et en règle générale, les enfants ont tendance à plus regarder les mouvements qui ont été jugés attractifs par des adultes. D'accord ? Donc, on a quelque chose qui va fasciner les enfants dans le mouvement, dans ce qu'ils sont en train de voir. J'ai encore plein de temps ou pas ? Ouais, d'accord. Donc là, on a vu visuellement, l'enfant va être attiré. Mais c'est non seulement l'enfant est attiré par des choses, mais l'enfant apprend par la vision. Et un des outils les plus performants que l'homme a, c'est l'imitation. On va apprendre en copiant les actions des autres. D'accord ? On va refaire exactement ce que fait l'autre pour le même but. Et c'est en fait une façon d'apprendre qui est exceptionnellement rapide, qui marche très bien et qui est spontanée. Ça existe déjà chez le nouveau-né. Alors chez le nouveau-né, on va parler plus de mimétisme que d'imitation, mais parce qu'on cherche pas forcément, le nouveau-né ne cherche pas forcément à atteindre le même but. Mais après, chez l'enfant, il va y avoir cette capacité à imiter. Et puis, c'est quelque chose qui reste chez l'adulte. On imite les autres. Cette imitation, donc, peut être au niveau des expressions faciales. Ça peut être des expressions faciales très complexes. Et une des questions qui a été posée dans ces histoires d'imitation, c'est l'enfant imite une vraie personne, mais que se passe-t-il si la personne est présentée sur un écran ? Est-ce qu'on a tendance à imiter, à refaire ce que fait quelqu'un sur un écran ? Ici, encore une fois, on parle de petits, on va parler jusqu'à 2 ans. D'accord ? C'est le genre de problématique dont vous avez pu entendre parler sur est-ce qu'un adolescent de 16 ans qui a vu un film violent va refaire la violence ? Mais là, ici, on fait quelque chose qui est adapté à l'enfant. C'est une vidéo qui présente 3 objets. On met la boule dans le récipient, on met dessus le bâton où il y a du velcro, on retourne et on secoue. Et voilà, on a un hocher. Et donc vous montrez la vidéo à des enfants de 14 mois. Quand vous leur donnez après les objets, les vrais objets, ben ils imitent. Et ça, c'est phénoménal. C'est-à-dire qu'ils vont imiter, même s'ils l'ont vu en vidéo, ou s'ils l'ont vu en vrai. D'accord ? Donc s'ils ne l'avaient pas vu, par contre, vous voyez, ils ne font pas du tout l'objet. Donc les enfants vont prendre à 14 mois cette information sur une vidéo et vont pouvoir refaire des choses. Cependant, les nourrissons ne prennent pas tout type d'informations et peuvent être distraits par certains aspects des vidéos. Donc on a fait une étude où, grosso modo, si je montre cette image statique pendant 30 secondes à un nourrisson et qu'après je montre ces 2 images-là, les nourrissons vont regarder plus le visage de gauche que le visage de droite. D'accord ? Tout simplement parce que c'est nouveau et que l'autre a moins d'intérêt. Si pendant 30 secondes, c'est une personne qui parle, d'accord ? Et qui va dire une comptine pour enfants, c'est pas très très différent. Dans ce cas-là, jusqu'à 12 mois, ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à montrer qu'ils reconnaissent le visage. C'est comme si le fait d'avoir regardé la bouche les a empêchés de voir le reste, alors qu'en fait, ils sont à une distance où, en regardant la bouche, ils voient le reste du visage. Donc, le fait que ce soit sur un écran et qu'il y ait du mouvement peut aussi perturber certaines formes d'apprentissage. Et là, ça nous amène à une question de société, qui est quid des écrans pour les nourrissons ? Vous avez tous entendu parler de ces histoires où, si un nourrisson voit un écran, il va devenir aveugle, il va devenir idiot, il va perdre un bras, etc. Trop de télé, c'est une catastrophe, on est foutu.
D'accord ? Moi, j'ai eu des parents qui viennent au Baby Lab et qui nous disaient des choses comme ma femme était en train de nourrir le nourrisson, elle est rentrée dans la pièce, je regardais la télé, le nourrisson a vu la télé, est-ce que c'est grave ? J'ai dit non, ça va aller, il va s'en remettre. Voilà. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a une psychose qui a été créée chez des parents qui sont déjà des gens relativement anxieux, parce que la plupart du temps, nous, on voit des gens, c'est leur premier enfant, donc bien sûr, ils s'inquiètent de tout, ce qui est normal. Et tout ça, c'est lié au fait que Michel Desmurger, neuroscientifique bien connu, qui ne travaille donc pas sur le nourrisson, qui travaille sur l'enregistrement unitaire chez le singe dans le striatum sur le mouvement, écrit un livre sur les écrans. Pourquoi il écrit un livre sur les écrans ? En gros, c'est si vous essayez de vendre un livre sur l'enregistrement unitaire dans le striatum chez le primate, si vous en vendez 50 exemplaires, c'est quand même le maximum. Puis en plus, il est spécialiste puisqu'il a eu des enfants. Et donc, vous verrez, en psychologie de développement, nous, on a un gros désavantage, c'est que tout le monde est spécialiste du développement, puisque tout le monde a déjà vu un enfant. Donc, il nous explique, oui, c'est normal qu'il fasse ça, parce que mon neveu fait ça aussi. Ah ben oui, voilà, donc pourquoi fait-on de la recherche ? Ça ne sert à rien. Donc, bien sûr, M. Desmurger a expliqué dans le détail, il a revu la littérature, il a montré toutes ces statistiques, etc. Heureusement, Nicolas Poirel, donc Mathieu, tu lui diras que je prends 10%. Hein. Donc Nicolas Poirel, qui est un psychologue du développement, qui est professeur de psychologie de développement à Paris, a écrit un livre où il remet en place ce qui doit être dit. Et si vous le lisez, vous verrez, ne paniquez pas. La plupart du temps, ce dont parle M. Desmurger, c'est des études où des enfants regardent 8 à 10 heures par jour la télé toute la semaine. Et à la fin, ils trouvent qu'il y a une baisse du QI. Bah oui. Mais en fait, la plupart du temps, ce n'est pas un problème d'écran, c'est un problème de milieu socio-économique où des parents ne s'occupent pas de l'enfant. Donc c'est plus des problèmes de maltraitance à l'enfant que des problèmes d'écran. Et juste pour en finir avec M. Desmurger, M. Desmurger non seulement a écrit des livres sur les écrans parce que c'est un grand spécialiste, mais son livre d'avant, c'était quand même sur les régimes. Puisque, comme tout le monde, il avait besoin de perdre du poids. À la photo, ça a marché. Et donc, du coup, il a pu écrire un livre sur les régimes. Il a fait une revue des régimes. Alors, je ne suis pas censé le dire, mais je vais vous le dire. Son secret est le suivant. Pour perdre du poids, il faut manger modérément, de manière régulière, et faire de l'exercice. Mais bon, ça reste entre nous. Hein. Acheter son livre, c'est très intéressant. Non, mais en plus, c'est intéressant, je veux dire ici. Il y a tout un historique dedans qui est pas mal. Bref, pourquoi parle-t-on des écrans ? C'est normal, on parle des écrans, mais grosso modo, on parle des écrans parce que les parents passent leur temps sur leur téléphone. Les ados passent leur temps sur leur téléphone, et donc il y a quelqu'un qui a dit « Oh, les nourrissons !» Alors c'est vrai que moi, comme tout le monde, j'ai vu des parents qui n'en peuvent plus de leurs nourrissons, qui leur donnent un téléphone pendant qu'ils les promènent en poussette. C'est sûr que ce n'est pas un bon réflexe, d'accord ? Mais les recherches en fait, qui ont été faites montrent qu'il n'y a pas d'effet bénéfique d'exposer les enfants à trop d'écran. Et quand on dit exposer à trop d'écran, c'est leur montrer des émissions. Cependant, donc c'est ce qui est écrit dans le livre de Nicolas Poirel, le problème, ce n'est pas l'écran en lui-même, c'est qu'est-ce qu'on montre à l'enfant. Si le programme qu'on montre à l'enfant est adapté au groupe d'âge, si les parents sont là et accompagnent l'enfant, c'est bénéfique. Les enfants même apprennent plus de mots de vocabulaire et les choses se passent mieux. D'accord ? Donc voilà, donc là je répète cette histoire c'est plus un problème de négligence parentale que si vous occupez bien de votre enfant, c'est pas parce qu'il va regarder quelque chose pendant 5 minutes qu'il va y avoir un problème, d'accord ? Et la plupart des gens qui ont des enfants se sont retrouvés dans cette situation où vous devez aller prendre une douche. Le petit, il a 6 mois, vous savez pas quoi en faire, vous le mettez 5 minutes devant la télé. D'accord ? Voilà, ça c'est un truc classique. Maintenant, si vous le mettez devant la télé pour aller au pub pendant 2 heures, voilà. Ça, c'est pas pareil. Donc, grosso modo, ce qu'il faut dire, c'est bien que les enfants peuvent avoir accès à des écrans, et des écrans en règle générale, d'accord, quel que soit le type d'écran, que ce soit une télévision, on peut les amener au cinéma, ça ne pose pas de problème. Après, du moment que c'est accompagné et que ce n'est pas fait seul. Pourquoi on a un problème avec les écrans? Donc il y a des gens qui disaient c'est dangereux pour les yeux. C'est pas vrai. Néfaste pour le sommeil, par contre, c'est vrai. Mais ça, c'est pour les adolescents. D'accord? Ça, les adolescents, mais bon,
Avant les téléphones portables, les adolescents étaient accros à d'autres choses. Il y en a qui passaient leur temps à lire des livres sous leur couverture. Donc il y a toujours eu des problèmes. Ça, c'est un comportement différent. Donc il faut éviter les expositions passives isolées et après l'heure du dîner. Et en gros, il faut s'amuser avec ces écrans-là. Il faut faire quelque chose de raisonné. Pourquoi les gens s'emballent avec ces histoires d'écran? C'est parce qu'on a des biais cognitifs. Et tout simplement que le cerveau humain est fait de telle manière qu'on a tendance à croire les choses qui sont répétées. Et plus c'est répété, plus c'est fort, plus on a tendance à le croire. Et donc, comme on va rentrer, on nous disait tout à l'heure, dans une période électorale, vous allez voir, il y a des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, et ça va devenir la priorité numéro 1 des Français. Alors qu'en fait, c'est absolument pas leur priorité, mais comme on le martèle tout le temps, au bout d'un moment, on pense que, comme c'est écrit partout, c'est en effet une réalité. Donc ça, ce sont des biais cognitifs qui sont importants et qu'on a tout le temps. Donc, moi, je travaille à Grenoble. On a un Baby Lab. Vous voyez, on est un certain nombre à travailler tous ensemble, dont Hélène Dovenbrück. Et là, ce que je vous ai expliqué, c'est donc, on a vraiment un développement de la vision graduelle chez le nourrisson. Les enfants sont sensibles très tôt à ces mouvements, peuvent accéder au cinéma, peuvent accéder à la télévision, aux écrans. Et c'est quelque chose qui va leur permettre aussi d'évoluer du moment que c'est accompagné. Voilà, je vous remercie. Bonjour. J'aurais une question concernant, vous avez parlé pendant un moment que le nourrisson, dès la naissance, a le réflexe du coup de reconnaître sa mère quand il naît. Ça c'est si lors de l'accouchement se passe bien. Mais imaginons un cas un peu plus dramatique où la mère décède et que par conséquent c'est le père qui est censé s'en occuper. Comment se passe en fait? Est-ce qu'il y a une transition ou est-ce que l'enfant va avoir le réflexe ou dès qu'il voit le premier visage, il va savoir que ça va être un parent ou autre? Alors, il n'y a pas d'études qui sont faites là-dessus. Je voudrais dire heureusement parce que y a quand même peu de drames. Par contre, souvent les enfants sont séparés de la mère parce qu'ils vont aller en couveuse. Et déjà, ces enfants-là ont plus de problèmes parce qu'ils sont exposés à beaucoup de visages autres que la mère. Et donc, on n'a pas pu étudier jusqu'à maintenant la reconnaissance du visage de la mère dans ces enfants-là. Ce qu'on sait à peu près certainement, c'est que c'est vraiment l'exposition pendant les 2-3 premiers jours qui va faire qu'il y a cet apprentissage. Est-ce que l'enfant est capable d'apprendre plus d'un seul visage? On ne sait pas. On suppose. Si la mère n'est pas là et que c'est le père qui va s'occuper de lui, bien sûr, a priori, l'enfant va pouvoir reconnaître le père. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques années qui montre que en plus ce visage-là, la plupart du temps, est renforcé par la voix, puisque l'enfant apprend la voix de la mère pendant la grossesse, il est capable de la reconnaître à la naissance. Et il y a une étude qui a montré que si la mère parle à l'enfant à la naissance, il y a une reconnaissance du visage de la mère. Si on demande à la mère de ne pas parler à l'enfant pendant, mais c'est très court, hein, c'est pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, il conteste la reconnaissance du visage, ça ne marche pas. Donc il y a un renforcement. Donc ce visage est appris, mais il est appris avec renforcement, c'est-à-dire que d'habitude la mère, il y a du contact avec la peau, donc l'enfant a aussi une odeur qui est familière, une voix qui est familière, et il va créer une représentation de cette personne. Désolée. Merci. Juste pour savoir, est-ce que justement, parce qu'on parle des écrans en tant qu'écran, mais est-ce qu'il y a une différence entre justement la fiction et le documentaire? Est-ce qu'il y a quelque chose, des études qui arrivent à faire une discrimination sur l'attrait, par exemple, qu'il y a par rapport à l'image animée, par exemple, au niveau des enfants ou quelque chose comme ça? Alors au niveau des enfants, c'est mes collègues qui vous répondront. D'accord. Mais au niveau du nourrisson, nous, on a le même attrait pour un visage qui est en train de parler ou un petit dessin animé. En même temps, on n'a jamais regardé. On fait des études très très courtes chez le nourrisson. On fait des choses qui durent à peu près 1 à 2 minutes, pas plus. Donc, on ne s'est jamais pensé à étudier la différence entre une animation versus quelque chose d'un peu plus réel. Il y avait une question. Oui, je suis un petit peu surprise en fait par rapport à ce que vous dites sur les écrans, parce que c'est vrai que la règle par exemple des 3, 6, 9, 12, pas d'écran avant 3 ans, est
très prégnante, et il me semblait que c'était des pédopsychiatres reconnus qui ont mis en avant cette règle, et que elle a été reprise par, je ne sais pas, les instances du gouvernement ou Oui, oui. les instances reconnues. Alors il existe les recommandations qui avaient été faites en France ont été calquées sur celles qui ont été faites aux États-Unis. J'oserais dire que peut-être qu'ils ne savent pas lire l'anglais. Et donc, ce qui a été dit aux États-Unis par l'Académie des sciences, l'Académie de médecine, c'est qu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait une exposition intense aux écrans non accompagnés. Ce qui s'est traduit en français par pas d'écran du tout jusqu'à 3 ans. Voilà. C'est totalement faux. D'abord, c'est mettre des parents dans une situation impossible. Si vous avez plusieurs enfants à la maison, vous allez faire comment ? Celui qui a 4 ans, il a le droit de regarder. Celui qui a 2 ans, il n'a pas le droit de regarder. Enfin, je veux dire, c'est catastrophique. Donc, c'est pas pensé, c'est fait rapidement. Et je pense que les instances gouvernementales ont juste réagi sous la pression de quelques personnes. Je ne ferai pas de commentaires sur les pédopsychiatres qui ont pris ces décisions-là parce que je ne les connais pas. Les pédopsychiatres que je connais, la plupart du temps, n'ont pas de connaissances en psychologie du développement. Ce sont des médecins, ce qui est très bien. Ils sont là pour sauver des vies, pour faire attention aux enfants. Nous, on ne sait pas. Mais par contre, il y a des choses que nous, on sait, parce qu'on lit des études. Et eux n'ont pas le temps de lire ces études. Moi, personnellement, je n'ai jamais été consulté. Nicolas n'a pas été consulté non plus. Donc, je ne sais pas qui a été consulté en psychologie du développement en France. Après, vous avez quand même beaucoup de gens qui sont spécialistes. Alors, ce n'est pas typique de la France. Vous avez des gens qui sont spécialistes. Donc, par exemple, on va prendre une autre personne, Boris Cyrulnik n'est pas un spécialiste du tout du développement de l'enfant. Et il ne fait que des livres sur le développement de l'enfant. Et il dit des grandes choses comme ça, qui sont plus ou moins vraies. Moi, j'ai même vu Boris Cyrulnik dire qu'il avait inventé le concept de résilience. Alors, le concept de résilience a été inventé en 1947, quand il avait 5 ans. Ou 6 ans. Voilà. Mais bon, après, chacun dit ce qu'il veut. Moi, je veux dire, c'est moi qui ai inventé le concept de résilience aussi, 20 ans après. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous, on a un problème, c'est qu'on a des discours contraires et qui ne sont pas très clairs. Personne ne vous dira, c'est très bien, mettez des enfants devant des écrans pendant des heures. Personne. Ça, c'est une réalité. Et puis, vous allez vous retrouver avec la même question qui serait, est-ce qu'il faut donner du sucre à des enfants ? Vous avez des gens qui disent, surtout jamais de sucre à l'enfant, parce que, etc. etc. Ben, c'est comme les écrans, il faut interdire, pourquoi pas, le faire avec modération, oui. Les interdictions qui sont vraiment très strictes, c'est on ne donne pas d'alcool et de cigarettes aux nourrissons. Ça, par contre, médicalement, ça a été prouvé qu'il y a des problèmes. Bonjour. Bonjour. Depuis quelques années, se développent des livres en noir et blanc conseillés pour les 0-3 mois. Vous en pensez quoi ? Alors, ce qui se passe, c'est qu'on sait que la vision des couleurs est quelque chose qui émerge vers 3-4 mois, et avant, on ne sait pas bien. On sait que les enfants sont très attirés par tout ce qui est haut contraste lumineux, et les hauts contrastes lumineux qu'on a, le mieux, c'est le noir et le blanc. Donc, quand on montre du noir et blanc à un enfant de 3 mois, il est captivé. Ça attire plus son regard. Ça ne veut pas dire que si on montre quelque chose qui n'est pas en noir et blanc, ça n'attire pas son regard, mais c'est surtout que ça ne dure pas longtemps. Donc c'est vrai que pendant les 3 premiers mois de vie, si vous avez quelques jouets ou livres en noir et blanc, ça va vraiment attirer leur attention. Voilà, c'est basé sur cette idée que c'est ce que l'enfant voit le mieux dans son environnement. Bonjour, vous avez parlé des TSA, troubles du spectre autistique, et je voulais savoir si vous pouvez ajouter plus de choses sur ça. Alors, comme je dis, moi je ne suis pas du tout spécialiste des TSA, puisque moi je travaille sur le nourrisson. Souvent, les enfants ne sont pas diagnostiqués avant 24 mois, voire 36 mois, enfin ça dépend. Et au niveau visuel, par exemple, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il n'y a pas plus de troubles visuels chez les personnes atteintes de troubles autistiques ou de problèmes de reconnaissance des visages. Tout ce qui est les troubles vont être plus en rapport avec la cognition sociale. Donc ça ne va pas être sur reconnaître une personne, mais ça va être sur reconnaître l'intention de la personne. Voilà. Donc je suis désolé, moi je ne suis pas vraiment spécialiste, mais en règle générale, il n'y a pas un problème visuel particulier dans ces groupes de personnes.
Je vais juste faire une mini parenthèse, Ouais. parce que du coup, c'est mon sujet. En effet, donc, pour revenir au point de tout à l'heure sur les écrans avant 3 ans, c'est important en effet de distinguer, de faire bien la distinction, parce que le trouble du spectre de l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental qui est mis en place et qui commence très précocement. Donc, c'est pas à 3 ans qu'on va développer un autisme parce qu'on met un enfant devant l'écran. En revanche, il y a des études qui montrent qu'il y a quelques troubles visuels, enfin plutôt Voilà. visuels. Moi, j'avais dit que j'étais pas expert. Hein. Non, tout à fait. Non, donc c'était juste pour ajouter un petit point. On pourra éventuellement en parler tout à l'heure. Mais donc il y a des aspects visuels et sociaux à la fois, donc qui peuvent être un peu distincts. Mais c'est très compliqué déjà de les tester avant 3 ans. Donc voilà. Il y avait une question, je pense, là-haut. Voilà. Bonjour, je voulais revenir sur le terme de mouvement attractif. Vous avez parlé de mouvement attractif, non attractif. On a bien compris que chez le nourrisson, il y avait le mouvement biologique qui était attractif. Est-ce qu'il y a d'autres, vous avez repéré d'autres critères, d'autres types de mouvements qui rendent le mouvement attractif? Pourquoi certains le sont, d'autres pas? Oui, quand on regarde les vidéos qu'on a, en fait, c'est quand les mouvements sont homogènes et fluides. C'est-à-dire que on a l'impression que les points bougent en conjonction les uns avec les autres. Donc ça c'est quelque chose qui attire. Si c'est un mouvement qui semble mécanique, ça attire pas. Donc si vous voulez regarder les vidéos après, vous verrez. Et le mouvement qui attirait bien, c'était en fait quelque chose c'était vraiment, ça ressemble à un feu d'artifice, quoi. On a l'impression que c'est des points qui émergent et que ça fait des feux d'artifice. Donc ça c'est quelque chose qui vraiment attire l'attention du nourrisson. Il ne faut pas que le mouvement soit trop rapide, et qu'il y ait une sorte de cohésion dans la manière dont les points se déplacent les uns par rapport aux autres. Toujours concernant le mouvement attractif, en fait, les images que vous projetez, c'est des images qui sont donc en temps réel, quand vous présentez aux nourrissons, aux enfants. Mais est-ce que vous avez déjà fait l'expérience justement de montrer une image qui est en ralenti? Et qu'est-ce que ça provoquait éventuellement? Non, alors, on présentait juste le mouvement à vitesse normale. Mais en même temps, j'oserais dire, il n'y a pas de vitesse normale puisque c'est un mouvement artificiel. On pourrait le ralentir ou l'accélérer, mais c'était pas des mouvements qui avaient une vitesse particulière. C'est-à-dire, là, nous, on a utilisé des vidéos qui avaient été faites pour des adultes. Donc, on a utilisé la même vitesse de diffusion, mais encore une fois, si vous voulez les voir, vous verrez, on peut en ralentir, en accélérer, mais il n'y avait pas une vitesse particulière. Je vais profiter pour poser moi-même une question sur l'apprentissage du champ visuel. Donc, bien évidemment, j'imagine donc le bébé, il apprend il développe son champ visuel, mais est-ce qu'il y a des façons pour étudier des effets d'apprentissage, en effet, pour améliorer le champ visuel chez le nourrisson et chez l'enfant après? Alors, en fait, le développement du champ visuel pendant les premiers mois, c'est juste lié à la connectique, au déplacement de la rétine, parce que la rétine, au départ, n'est pas en place. Donc, elle se met en place petit à petit. Donc, ça, c'est une chose que peut-être j'aurais dû le dire au départ. Parce qu'en fait, à la naissance, les cellules de la rétine ne sont pas toutes à leur place. Elles sont en train de se promener, d'aller trouver leur place et de faire leur connexion. D'accord ? C'est pas que dans le système nerveux central, c'est aussi en périphérie. Et donc, le développement de la rétine a à voir avec cette maturation-là et avec la myélinisation des axones. Après, je ne sais pas si chez le tout petit, il n'y a pas eu d'études, mais chez les enfants plus grands, il y a eu des études qui ont été faites sur les faire jouer à des jeux vidéo, où en fait, on leur fait détecter des cibles en périphérie. Et a priori, il y a des améliorations qui se passent quand on peut entraîner avec des jeux vidéo. Donc ça, c'est aussi une chose, c'est avant la peur des écrans, il y avait la peur des jeux vidéo qui rendaient les enfants idiots. Et maintenant, en fait, les jeux vidéo sont vus comme une thérapie pour certains aspects de dyslexie, de dyspraxie, et même pour aider les personnes âgées à garder certains aspects de la cognition. Donc on est passé le gouvernement presque interdisait les jeux vidéo parce que les enfants étaient violents, devenaient stupides, etc., à maintenant on s'en sert. Alors encore une fois, il y a une différence entre passer 10 heures par jour à jouer à Fortnite en ligne versus jouer une fois de temps en temps à quelque chose.
Merci. Merci. Est-ce qu'on a le temps ? Moi, j'ai aussi une question de curiosité, mais d'abord, j'ai adoré le poussin et le mouvement biologique, mais parce que je ne le connaissais pas, celui-là, donc merci beaucoup. Ce que je trouvais intéressant, c'était l'exploration visuelle qui va toujours en haut à gauche et puis qui descend. Et en fait, je voulais ton avis, c'est qu'il y a l'équipe de Rachel Jack en Écosse qui a montré que, en fait, on a ce profil d'exploration systématique des visages. Oui. Et on commence toujours du haut du visage et on redescend. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, les expressions négatives, elles se trouvent surtout sur le haut du visage. Donc, si j'ai peur ou si je suis en colère, je vais froncer les sourcils ou je vais avoir les yeux ouverts. Et ça permet de détecter plus rapidement les émotions négatives par rapport aux émotions positives qui se trouvent plus autour du sourire. Ouais. Donc, est-ce que ton avis, c'est lié à ça ou, enfin, est-ce qu'il y a eu un lien entre ces explorations de scènes visuelles et de visages ou pas? Je vais répondre avec la poule. C'est un peu le problème de poule. la poule et l'œuf. Ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'on regarde plus, on commence en haut à gauche parce que les expressions négatives des visages sont là, ou est-ce que les expressions négatives des visages sont là parce qu'on a un biais pour regarder à gauche? Et en fait, en termes d'évolution, c'est un problème parce que chez le singe, on a tendance aussi à retrouver plus rapidement des saccades en haut à gauche. Alors, si on regarde la littérature, ça va être que 60-75% du temps. Mais il faut dire que chez l'adulte, on a une mauvaise tendance en psychologie, c'est qu'on dit aux adultes, d'abord, vous fixez la croix bien au centre. Alors, donc en fait, mais si on fait une étude où les gens regardent où ils veulent quand ils veulent, ils ont tendance à regarder en haut à gauche. Mais oui, en fait, on se retrouve avec voilà, c'est un vrai problème qui est de savoir est-ce que ces informations-là, on détecte des informations en haut à gauche parce que c'est là où on va d'abord et donc on a appris à lire ces informations-là et que c'est là où ça a concentré toutes les informations en termes d'évolution, ou est-ce que c'est l'inverse, on s'est mis à avoir un biais en haut à gauche parce que, je ne sais pas. Mais c'est vrai que quand on va dans la jungle, par exemple, la panthère est toujours en haut à gauche. Vous regarderez dans les films, d'ailleurs, souvent, le méchant est en haut à gauche. Oui. Oui. C'est juste pour que ce soit enregistré, je suppose, mais dans tous les pays du monde, y compris ceux qui commencent leur écriture. Tout à fait. Et nous, on l'observe chez le nourrisson, ils n'ont pas appris à lire. Donc on est loin de ça. Et surtout, il y a une chose, j'avais des étudiants une fois qui m'avaient fait un challenge sur oui, mais c'est lié à l'écriture, c'est lié à ceci, à cela. Et au bout d'un moment, je leur ai dit, mais moi, mes grands-parents, ils faisaient déjà ça. Ils disaient oui, alors. Je dis, ben moi, à l'époque de mes grands-parents, mes grands-parents, ils ne sont pas allés à l'école. En fait, à leur époque, il y avait 60-70% des gens en France qui n'étaient pas lettrés. Et dans le monde, à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de gens qui, malheureusement, n'ont pas accès à la lecture et à l'écriture. Donc, ce qu'on observe souvent, ce n'est pas lié à ça. L'écriture et la lecture, c'est quelque chose de relativement nouveau pour l'humain. Donc, en termes d'évolution, je ne sais pas si ça a eu encore un gros effet sur la manière... alors, ça aura des effets, bien sûr. Comme vous dites, le fait d'apprendre à commencer à lire en haut à gauche ou apprendre à lire, commencer en haut à droite, ben, ça aura un effet quand on va faire certaines tâches. Mais dans ce cas-là particulier, ce n'est pas le cas. Oui, une petite question qui nous intéresse plus particulièrement lorsqu'on parle de cinéma, qui est fait d'images, de sons et de récits, en fait, finalement. Est-ce que vous avez mesuré l'activité cérébrale, non pas seulement des images, mais aussi de l'image qui raconte une histoire? Parce que finalement, on découvre aussi que finalement, ça forme aussi les enfants au langage et au récit, en fait, finalement. Et est-ce que vous avez fait un travail autour de ça, de la perception du récit? Voilà. Alors moi, non. Chez le nourrisson, ça me semble pas, mais ça doit être chez le plus grand, je ne sais pas si... Je pense que Nathalie Blanc, elle va en voilà. parler un oui, peu c'est tout ça. à l'heure. Moi, chez le nourrisson, je connais pas d'études. Parce qu'en fait, on montre des films à des tout petits, des petits récits, et mine de rien, on les sent, ils sont captivés, paraît-il, inactifs, alors qu'en fait, ça... Ouais. Et que ça capte, et que ça enregistre, et que c'est pas que du mimétisme, c'est vraiment
ils enregistrent de la parole et du récit et de la construction. Oui, mais en fait, ils prennent de l'information, c'est ce que je vous avais dit là sur ces études en imitation, où les enfants vont comprendre ce qui se passe, vont apprendre des choses et vont pouvoir le récupérer. Bien que ce soit... Alors bon, c'était pas des films dans le sens où c'était juste des actions qui étaient montrées, mais si vous montrez des séries de dessins animés à des enfants, ça a un effet. La répétition aussi est importante. Oui. Mais d'ailleurs, spontanément, les enfants aiment regarder la même chose. Je veux dire, moi, j'ai regardé Nemo, je ne sais plus combien de fois. Je pense qu'on va en parler aussi un peu tout à l'heure, l'après-midi. Je pense qu'on va passer à la suite. Merci beaucoup pour cette présentation, Olivier.